Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal du week-end, le 20h de ce week-end. Eh bien, à la une de ces 20h, cette question, à quand la baisse du prix des produits de grande consommation? Les festivités approchent à grands pas, la population s'interroge en même temps et la réponse viendrait en partie peut-être de l'association des distributeurs et exploitants de chambres froides. Le gouvernement de la République a mis en place un environnement économique exceptionnel pour cette période. On fait le point dans ce journal. Son visage n'est pas connu du grand public, mais c'est lui, le nouveau juge de la Cour constitutionnelle désigné par les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Aristide Nguru Kaindo remplace à ses postes le juge Corneille arrivé fin mandat. Et dans ce journal, nous irons également au-dessus de la nationale numéro 1 pour constater les travaux de lutte anti-érosif dans la commune urbano-rurale de Maluku. Bienvenue à tous. La situation générale du pays a été passée au peigne fin au cours du dernier conseil. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les comptes rendus avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivez. Le président de la République est revenu sur le sommet tripartite de chefs d'État, convoqué le 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de paix de Luanda, qui n'a malheureusement pas pu se tenir comme prévu. L'introduction par la délégation rwandaise d'un nouveau préalable à la signature de l'accord, à savoir un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les groupes terroristes M23, a constitué une entrave majeure et délibérée à nos efforts collectifs pour parvenir à la paix. Il a rappelé que l'objectif de ces sommets était d'adopter un projet d'accord préparé et négocié de bonne foi par le ministre des Affaires étrangères de nos trois pays en vue de restaurer la stabilité et la sécurité dans la région de Grand Lac. En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel solennel à la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Dans cet ordre, le président de la République a engagé tous les membres du gouvernement à renforcer leurs actions sur le terrain, à intensifier la mobilisation de nos partenaires stratégiques et à garantir un soutien accru à nos forces armées et à nos populations affectées. Notre détermination reste intacte et la paix dans l'Est de notre pays n'est pas une option. C'est un impératif moral, un droit inaliénable pour nos concitoyens, a-t-il conclu. Aristide, désigné par les parlements réunis en congrès, juge à la Cour constitutionnelle. Annie Malaka et Patrick Badibanga nous font revivre ces moments. Au cours de ces congrès convoqués conformément aux articles 119, 120 et 121 de la Constitution, il était question pour l'Assemblée nationale et le Sénat de procéder à la désignation d'un nouveau juge de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Joachim Bansongo, arrivé en fin mandat après 9 ans de service. C'est le professeur Kaindo Nguru Aristide, candidat unique à ce poste, qui a été désigné juge de la Cour constitutionnelle avec 32 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. À la lecture du rapport de la commission spéciale Assemblée nationale Sénat, le Congrès a entériné ce choix à l'unanimité. Qui sont pour son adoption? Qui sont contre?
Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce rapport est adopté. En conséquence, l'Assemblée plénière du Congrès désigne M. Kaindo Nguru Aristide en qualité de membre de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Songo Cornet. Voici devant vous donc M. Kaindo Nguru Aristide que nous venons de désigner comme nouveau membre de la Cour constitutionnelle. Au nom de l'Assemblée plénière du Congrès et en celui du bureau, je lui présente mes sincères félicitations. Je lui souhaite un fructueux mandat en attendant sa nomination par ordonnance du président de la République et je vous demande de l'acclamer. Âgé de 50 ans, le juge Kaindo Nguru Aristide est professeur en droit à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Il est chercheur avéré sur plusieurs questions légales. Son élection porte à 3 les membres des juges issus du quota du Parlement, comme l'exige l'article 158 de la Constitution. Rappelons que 9 juges de la Cour constitutionnelle avaient prêté serment devant le président de la République le 4 avril 2015 pour un mandat de 9 ans non renouvelable tel que prévu dans l'article 6 alinéa 1er de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ne quittez pas vos fauteuils, le chef de l'État vient de signer une série d'ordonnances importantes. Ça sera à suivre certainement après ce journal et la lecture vous sera faite par Joseph Oscar Mbal Kaïj. Bonsoir Joseph Oscar Mbal. Bonsoir Cédric Kenina. Et la nature de ces ordonnances? Tout naturellement, le président de la République, c'est la poursuite des ordonnances que le président de la République a signées. Nous avons lu une partie de ces ordonnances il y a quelques jours et aujourd'hui nous continuons avec quelques ordonnances que le président de la République a signées au sein des forces armées de la République et puis il a promulgué quelques lois dont la teneur va communiquer à la fin de ce journal. Et voilà, on vous retrouve tout à l'heure, juste après cette grande édition de la RTNC. C'est une première depuis sa nomination à la tête du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa est arrivée dans la cité sainte des Kamba. Simone Dondo nous décrit l'ambiance sur place. Kamba Oulies, la première ministre a foulé le sol de la Nouvelle-Jérusalem pour une rencontre de courtoisie avec sa divinité Simo Kimbangu Kiangani. À son arrivée à l'aéroport Simo Kimbangu, elle a été accueillie par le vice-gouverneur de province Prosper Ntela, le président de l'Assemblée provinciale Papi Matezolo, les membres du cabinet de chef spirituel de l'église kimbanguiste, les élus provinciaux et nationaux et les fidèles kimbanguistes. Les membres de quelques partis politiques ont également pris d'assaut l'aéroport pour accueillir la chef de l'exécutif central. Fille de l'Église universelle, Judith Suminwa Tuluka a eu un entretien en privé avec le chef spirituel de Kimbanguiste, Simo Kimbangu Kiangani. La première ministre n'a pas caché sa fierté d'être sur la terre de ses ancêtres et de partager des moments de joie et de prière avec le fidèle Kimbanguiste. Vraiment, c'est un honneur pour moi et un réel plaisir d'être de nouveau ici à Kamba. C'est la première fois que je suis ici en tant que Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je suis venu ici avec la délégation qui m'accompagne et c'est un honneur pour nous d'avoir pu bénéficier de cet accueil de la part de Papa Sima, chef spirituel, sa divinité, ainsi que de vous tous. J'en profite aussi pour vous remettre les salutations de Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui évidemment m'a donné l'autorisation de pouvoir me rendre ici dans la Terre Sainte à Kamba et il vous remet toutes ces salutations. Le chef du gouvernement en Kamba est une provocation pour l'église et fidèle. Sa visite très attendue est perçue comme un renforcement des liens séculaires entre l'État et l'église kimbanguiste.
Et dans le centre du pays, la ville de Kananga s'apprête à accueillir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'ici peu. Parler de Kananga, c'est faire allusion à la route Kalambambouji. La première des questions qui me vient à l'esprit, où en est-on avec les travaux sur place? Giscard Koussema pour plus de précisions. Située au centre de ce pays continent, la ville de Kananga ne vaut rien sans la route et les chemins de fer. Voilà pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la réhabilitation et construction des routes de Kananga sa priorité. Le 10 septembre 2022, les chefs de l'État lançaient les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalambambouji et dans le même temps, la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kananga et Tshikapa. Après 2 ans, l'espoir de la population s'est effrité. Si le groupe égyptien Arab Contractor s'affaire à relier Kananga à Tshikapa, par contre, les travaux de la route de Kalambambouji ont connu un grand retard du fait de l'entreprise ayant gagné les marchés. Depuis septembre de cette année, sur instruction du président de la République, les entrepreneurs chinois ont repris les chantiers Kananga-Kalambambouji, long de 230 km dans le cadre du contrat sino-congolais. 2 brigades de Sino-Hydro travaillent de manière synchronisée et les premiers résultats sont visibles. Les premiers kilomètres de route ont reçu la début. À 30 km de Kananga, les Chinois terminent de monter leur usine de concassage des granulés de différentes dimensions pour les bitumages et les béton armés. À proximité d'une carrière, un travail qui s'est fait non sans difficulté. Ici, c'est pour produire les granulats, 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15. C'est pour le béton bitumineux et aussi béton armé. La capacité de système, c'est 350 tonnes par heure. Donc, par jour, on peut produire au moins 800 mètres cubes. Et à quel moment il sera opérationnel? Selon notre programme, à la fin de ce mois, on peut effectuer le premier essai. Et puis au mois de janvier, ce système va opérationner. Fin du mois, c'est pour la fin de janvier, c'est pour tous les choses. Et ça va accélérer les travaux. On espère qu'avec ça, vous pouvez travailler à quel rythme la route? Effectivement, vous le savez, pour un projet routier, le point essentiel, c'est le granulat, c'est le concassé. Dans la zone, on a déjà trouvé la carrière et le système va installer. Donc avec ce système, la production sera assurée. Déterminés à remettre cette route asphaltée dans le nouveau délai, les Chinois ont érigé leur base ville loin de la ville de Kananga. Chaque jour, des gros véhicules utilitaires arrivent sur place pour accélérer les travaux. Après avoir reçu les responsables des entreprises chinoises cette semaine à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Kananga pour inspecter les travaux sur terrain et rassurer ses compatriotes qui continue d'éprouver d'énormes difficultés pour approvisionner la ville de Kananga. Doit-on finalement employer la manière forte? Eh bien, la question est de savoir, baissera ou baissera pas. Les prix des produits de grande consommation n'ont pas assez bougé sur le marché et c'est pratiquement le dernier round dans les négociations avec le gouvernement à l'approche des festivités de fin d'année. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a réuni avec lui les membres de l'association des distributeurs et exploitants des chambres froides, Rodépanda. Le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a réuni le vendredi 20 décembre 2024, tard dans la soirée, dans son cabinet de travail, le membre de l'association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo, conduit par leur président Kaninda Chela Djobalar. Après échange avec ses invités, le patron de l'économie nationale a cerné la problématique. À l'origine, c'est la mésentente entretenue entre les gros importateurs et les distributeurs. C'est donc un problème qui se résume par la concurrence déloyale, comme l'explique Madame Karine Mbouaka, vice-présidente de cette association. C'est que nous condamnons à nos importateurs qui ne respectent rien. Quand nous achetons des produits, ils ne nous donnent jamais la facture. Ensuite,
qui ne respectent pas les structures de prix. En rapport avec la baisse des prix au niveau des commerçants détaillants, le président Djobalar Kaninda rassure que cela se fera dès la semaine prochaine. Il y a eu beaucoup de problèmes sur la diminution de prix à partir de la semaine prochaine. Vous allez vivre que le prix a commencé à baisser. Cette structure des commerçants nationaux qui compte 250 membres avec 538 chambres froides a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour que ces entrepreneurs redeviennent compétitifs sur les marchés internes en RDC. Les travaux de lutte anti-érosif sur la nationale numéro 1 avancent normalement à hauteur de Maluku. Les responsables de l'Office des routes et du Bureau technique de contrôle se sont rendus sur place pour constater. C'est un commentaire de Joël Makela. Numéro 1 avance à un rythme normal. C'est le constat du directeur général de l'Office de route Janouki Kangalangoy. C'était lors de sa visite d'inspection sur ce chantier. Avec la volonté du gouvernement dirigé par son Excellence la Première ministre, Madame Judith Suminwa, qui travaille sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'Office des routes, à travers notre direction provinciale, a eu les moyens, environ 70% des estimations faites pour intervenir rapidement à cet endroit, en attendant que les 30 autres pourcents ne viennent à. Concernant la durée des travaux, Janouki Kangalangoy a souligné qu'il s'agit des travaux de génie civil souvent soumis à des aléas inévitables malgré les prévisions initiales. Dans sa démarche, le directeur général de l'Office de route a associé le directeur général du Bureau technique de contrôle, question de veiller davantage sur le respect des normes en la matière. À ce stade-ci, les travaux de terrassement ont débuté. Là, ils sont en train de recouvrir le sillon. Les travaux sont lancés. Nous allons compter sur l'efficacité des hommes qui vont travailler sur le terrain pour qu'ils aillent au plus vite. Au terme de ces travaux de lutte contre les érosions, le directeur général attend apporter une solution durable à ce problème crucial, tout en restant vigilant face aux éventuelles menaces pouvant perturber la circulation. Nous restons sur la nationale numéro 1, cette fois dans le tronçon compris entre Singini et Manterne dans le Congo central, pour constater cette fois l'évolution des travaux de construction de cet axe dans le cadre du programme sino-congolais. Le directeur général de l'agence des pilotages de coordination et suivi de collaboration a inspecté cette route. Gaëtan Magalano. Il a fallu plusieurs kilomètres pour le directeur général adjoint de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration signées entre le gouvernement congolais et le partenaire privé pour atteindre la jonction de la route nationale numéro 12 et la route nationale numéro 1 à Manterne en passant par la basse vie de Grec 7 où il a suivi des explications de l'ingénieur de la CGT qui conduit le travaux sur place. Lancé dernier depuis le démarrage de ces projets au PK0 à Singini jusqu'à ces jours, le travaux de réhabilitation de la route par sa phase numéro 1 ont couvert le tronçon du village 28 à la cité de Ngelemba où le travaux de bitumage ont pris fin. Dans son itinérance, il a aussi vu le traitement de l'érosion de Patou par l'entreprise Sinohydroc. C'est une route qui a au moins une centaine de kilomètres et c'est fait en plusieurs phases. La première phase c'était à peu près 12 kilomètres. La deuxième phase va toucher à peu près une vingtaine de kilomètres, tout jusqu'à ce que nous allons achever tous les tronçons. Il convient de noter que la réhabilitation de cette route, en dehors de son apport économique et historique du fait que cette route permettra de rendre honneur à l'ancien président Joseph Kasavubu, enterré au village Singini, et que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient absolument à retourner l'ascenseur à ces peuples nés Congo qu'il a voté massivement. La scène paraît surréaliste. La Fondation Marie-Antoinette Mobutu et un service des affaires sociales déguerpis de leur site sur le boulevard Lumumba. Les ministres d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba et la ministre des Affaires sociales Aziza Mounana ont rétabli l'ordre sur place. Suivez. Longtemps victime des réseaux mafieux, des spoliateurs et d'un peu de laxisme aussi d'anciens ministres des Affaires sociales, l'État a recouvert ses droits
de propriété sur les terrains Mama Mobutu entre les avenues Lumumba et Sendwe dans le quartier Funa dans la commune de Kalamu. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, accompagné de sa collègue des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, étaient sur le terrain. Des engins démolisseurs ont investi les lieux. Plus aucun bâtiment n'est debout. L'appétit vorace des spoliateurs des biens de l'État ne faisant aucun cadeau à la distraction. C'est un véritable acte de justice, selon la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Cet espace, c'est pour les enfants orphelins de guerre. Donc on a déjà un projet et il y a des milliers d'enfants qui attendaient à ce que cette journée arrive pour qu'on commence les travaux. Maître Constant Moutamba reste déterminé à suivre les instructions du chef de l'État, celle de traquer tous les corrupteurs et spoliataires sans état d'âme. Il était donc question pour nous aujourd'hui de retourner le ministère des Affaires sociales dans ses droits, de assurer sa réinstallation dans cette concession. L'auditeur général de Matete, présent sur les lieux, a reçu injonction de poursuivre tous les militaires et civils impliqués dans la démolition et spoliation de ce terrain. Et pendant son séjour dans le Lualaba, le ministre de l'Emploi Ephraim Akwakwa a visité les chantiers de l'Institut national de préparation professionnelle dans la ville de Kolwezi. D'autres détails dans ces reportages. Kolwezi, capitale de la province du Lualaba, au cœur de cette ville, sur une étendue de 2 hectares, un grand centre de formation, œuvre de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, est en train de sortir de terre. La matérialisation de ces projets a pour objectif non seulement de disposer une main-d'œuvre qualifiée répondant aux besoins des entreprises de la place, mais également former des compétences pouvant évoluer dans l'entrepreneuriat privé pour favoriser l'émergence de la classe moyenne. Cheval de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'emploi le premier pilier de son programme du gouvernement. En visite sur les chantiers, le ministre Ephraim Akwakwa s'est dit émerveillé de cette réalisation et salue la vision éclairée du chef de l'État. Si ces projets se terminent, d'abord en RDC, il n'y en aura pas d'eau. Je crois que le centre ici sera une référence pour la. Je crois que très prochainement, la destination pour la formation des cadres congolais doit être le centre de formation de Kolwezi de l'INPP ici. À en croire Joseph Kangoudi Kasumpata, directeur provincial de l'INPP Lualaba, la formation qui sera dispensée dans ces centres sera axée principalement sur le besoin des industries, entre autres électricité, mécanique générale, métallurgie, automatisme, soudure. Pour autant, l'administration, la comptabilité, l'esthétique, la coiffure relevant du domaine tertiaire ne sera pas du tout oubliée. C'est une démarche citoyenne et participative que mène la société civile dans l'analyse et appropriation du projet de loi des finances 2025. Rikinzo Ziloya et Tété Bongunja pour plus de précisions. La tradition respectée chaque année par la société civile, c'est dans le cadre de la participation citoyenne au processus budgétaire avec l'analyse de la loi des finances de l'exercice 2025. La restitution vient de faire l'objet de la conférence des presses avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale et le secrétariat technique du COREF. Les leaders du secteur finances publiques et gouvernance économique ont présenté les résultats de leur analyse approfondie axée sur les domaines clés, rapporte Abraham Djamba Samba, directeur exécutif du REGED. Nous avons l'agriculture, l'éducation et la santé, pour lesquels nous avons remarqué une régression dans les prévisions du gouvernement. Nous avons réagi pour que nous puissions atteindre les niveaux standards, les niveaux pour lesquels le gouvernement s'est engagé au niveau international et au niveau régional. Toutefois, les recommandations ont été adressées au Parlement et au gouvernement et une alerte sur la non prise en compte adéquate de certains aspects sociaux, la perte des recettes publiques et la faible pression fiscale qui limite les marges budgétaires, avant de plaider que soit systématiquement examiné le projet de loi portant reddition des comptes, à l'instar des autres documents budgétaires, gage de la transparence dans la gestion.
Une année après les lancements de la gratuité de la maternité, l'heure est à l'analyse et projection. Les coordonnateurs du Conseil national de la couverture santé universelle, Polydor Mbugani, a échangé avec un certain nombre de responsables des établissements de soins de santé de la capitale. Images et commentaires. Dans une salle remplie des responsables des établissements de soins de santé, le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, le Dr Polydor Mbugani Kadila, a officiellement lancé ces échanges fructueux entre le Conseil national de la couverture santé universelle et le personnel de la santé. Une présentation du rapport de la revue annuelle 2024 de la couverture santé universelle a été faite en vue d'évaluer le programme national de la gratuité de la maternité entré en vigueur depuis le 5 septembre 2023. Nous avons discuté à bâton rompu des défis de la première année afin d'améliorer l'intervention de la maternité de la prise en charge de nouveau-nés l'année 2025. Ces échanges étaient aussi l'occasion pour les responsables des centres et hôpitaux de soumettre leurs préoccupations afin d'évaluer et améliorer la situation de ces derniers dans le but de pérenniser ce programme national de la gratuité de la maternité. Nous allons aller progressivement à 26 provinces en 2025. Mais au-delà, sur mon paquet de soins de la gratuité, nous allons aussi aller aux soins de santé primaire en incluant d'autres interventions. Nous allons probablement et très certainement, je suis assuré. Après une réussite pendant la première année de l'exécution de la gratuité de la maternité, le numéro 1 du Conseil national de la couverture santé universelle a optimisé les réalisations de sa structure dans les années à venir. Après, le Conseil national de la couverture santé universelle reste engagé dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de parvenir à une maternité sans perte de vie. Elles sont souvent sous les coups des l'omerta et s'y remettre pour une vie brisée après une violence sexuelle relève pour la plupart la limite de l'impossible. Parmi les thérapies, la prise en charge psychologique serait l'option idéale. Le programme national de santé mentale a initié un atelier sur l'élaboration des outils de collecte de preuves psycholégales au profit des victimes. Yvette Makuntima. Commis dans toutes les sociétés, en toutes circonstances et en tout temps, les actes de violence sexuelle sont légalement considérés comme des crimes. Particulièrement complexes et stigmatisantes, les violences sexuelles ont des conséquences graves sur la santé physique et psychologique des personnes qui en sont victimes. Leur prise en charge holistique relève notamment de l'urgence médicale et psychologique. C'est cet aspect qui a alimenté l'atelier d'élaboration des outils de collecte de preuves psycholégales en faveur des victimes de violences sexuelles qui, dans certaines mesures, est classé comme des crimes graves. Mais nous sommes convaincus qu'après cet atelier et validation des outils, ça va renforcer la prise en charge aussi globale, c'est-à-dire au niveau de la justice. Ils tiendront compte et de la santé physique et de la santé mentale des victimes par rapport aux justice suivies. Ainsi, je vais nous inviter à plus d'abnégation afin que le fruit de ces travaux reflète la qualité de nos compétences. Ces assises organisées par le Programme national de santé mentale en collaboration avec l'Agence belge de développement ENABEL et l'ONG Physician for Human Rights vont permettre aux participants de renforcer leur savoir dans la prise en charge psychologique et mentale des victimes. L'employabilité de jeunes, le sujet a fait l'objet d'une thèse, on en parle dans ses commentaires. Le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Erambo, a réussi à la mention la plus grande distinction. Pourquoi le jeune diplômé n'arrive pas à trouver des emplois après l'octroi de leur diplôme universitaire? Cette problématique a fait l'objet de la défense publique de la thèse de doctorat en psychologie de M. Erambo Mokuba sur le thème représentation sociale du marché de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle chez les étudiants finalistes du second cycle des instituts supérieurs publics de la ville de Kinshasa. Rôle modérateur des attitudes envers le travail. Reçu avec mention de plus grande distinction, le récipiendaire n'a pas manqué le mot. Selon les théories néoclassiques, le chômage est aussi fonction du dysfonctionnement du marché de l'emploi. Donc nous devons faire en sorte que le marché de l'emploi soit perçu positivement par le jeune
diplômés des universités. Former les gens selon le modèle de la formation travail-emploi, au lieu de former les jeunes selon le modèle de la formation-emploi. Nous suggérons qu'il y ait une véritable passerelle de collaboration entre le monde professionnel et le monde académique via l'Office national de l'emploi. Les changements constitutionnels, on en parle dans des salons, conversations de tout le jour, les milieux politiques et sociaux. Le gouverneur du Kasaï oriental, Joseph Moïse Kamboulou, en a discuté avec Nicolas Kanyoka, ancien ministre provincial. Nono Mansekou. Les débats autour de la révision ou les changements de la Constitution prennent une nouvelle tournure et attisent davantage des passions. Le gouverneur de la province du Kasaï central a eu un entretien très nourri avec les ministres honoraires de la Santé sur les questions du développement de la province, mais aussi sur la pertinence de cette révision voulue par le président de la République, Félix Tshisekedi. Pour Nicolas Kanyonga, avocat des professions et juriste des formations ayant évolué en Belgique, cette initiative est une nécessité impérieuse et une opportunité à saisir. Nicolas Kanyonga invite ses compatriotes centre-kassaïens, particulièrement les jeunes, à s'en approprier. La province du Kasaï central, même dans sa forme du Kasaï occidental de l'époque, c'est une province qui a été attentive à tout mouvement de changement de notre pays et surtout au processus de démocratisation de notre pays. C'est ça, je veux dire. C'est à ce titre que si on doit prendre conscience du fait que la situation actuelle nécessite la réforme constitutionnelle, me semble-t-il, c'est à partir de Kananga que cette prise de conscience devrait partir. C'est pour ça que je suis venu non seulement pour sensibiliser la jeunesse à ce rendez-vous que nous avons avec l'histoire de notre pays en général, pour dire que la réforme constitutionnelle aujourd'hui est une opportunité que nous devons tous saisir. Pour rappel, le collectif des gouverneurs des provinces en RDC a exprimé dernièrement à Kalemi lors de la 11e conférence des gouverneurs un soutien unanime au projet des changements de la Constitution. Et dans l'entretemps, le vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Mike Mukengeshaï, séjourne actuellement dans la ville de Mbujimaï, province du Kasaï oriental, pour sensibiliser la population sur l'arrivée du chef de l'État, Alain Bikaï. En mission de sensibilisation sur les changements constitutionnels dans son Mbujimaï natal, le vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et le PCA de l'ONAPAC, Maître Mukengeshaï, a appelé la population de cette ville à un soutien sans faille au projet du changement constitutionnel. Devant une foule compacte venue écouter ces jeunes du parti présidentiel, s'est dit favorable à cette initiative présidentielle et à l'unité pour faire face au complot des ennemis de la République soutenus par les militaires nationales et surtout faire bloc autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour gagner la bataille de la souveraineté nationale de notre pays. Concernant l'arrivée du chef de l'État en Mbujimaï, le vice-président de la Ligue des jeunes a invité la population de cette ville à réserver un accueil sans précédent au président de la République. Un message qui a trouvé un écho favorable auprès de l'assistance qui a spontanément pris l'engagement de porter un soutien défectible à ces projets de changement constitutionnel et réserver un accueil de l'Iran au président de la République. Et voilà, c'est la fin de 20 heures de ce week-end. Merci à vous. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Yvette Makuntima à la rédaction, Chimène Dondo et André Djeka à la réalisation, sous la coordination de Jacques Kabouaba et la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbal-Kaïj. Eh bien, ne quittez pas vos fauteuils. Juste après ce journal, la lecture des ordonnances signées par le chef de l'État. Une lecture qui vous sera faite par Joseph Oscar Mbal-Kaïj. Excellente suite de programmes sur nos antennes et surtout bon week-end chez vous.